On nous dit que le Mali est responsable de ce qui est arrivé. Le Mali n'aurait pas dû s'impliquer dans cette histoire du Polisario parce que le Mali reconnaît la souveraineté du Maroc sur le front Polisario. Voilà pourquoi l'Algérie décide à son tour de payer le Mali comme le retour du berger à la bergère. C'est ce que beaucoup sont en train de dire. C'est ce que beaucoup tirent comme conclusion. Et j'ai même vu des gens qui disent que l'État, pourquoi le Mali a fait une telle déclaration, ce n'était pas le moment. Vous savez, quand vous êtes lâche, vous êtes des bâtards. Si vos parents ont mis des enfants lâches au monde, c'est parce que vos parents eux-mêmes sont des lâches. Vous êtes des idiots. Dangadé que vous êtes. Donc, vous dites à quelqu'un, je vous, là, vous regardez votre voisin, vous avez peur de lui, il vient, il prend votre femme devant vous, il fait ce qu'il veut, puis il vient déposer. Et puis vous dites à vos enfants, ah, ne parlez pas, laissez-le Dakar faire ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas des bâtards de maudits, comment vous pouvez dire ça? Vous dites au Mali, le Mali est souverain, le Mali ne doit pas parler. La reconnaissance du Mali, de la souveraineté du Mali, autant pour moi, la reconnaissance de la souveraineté marocaine par le Mali, ça a été fait avant ou après l'attaque coordonnée à Tizawaten. Je répète, ça a été fait avant ou après l'attaque de Tizawaten, où l'Ukraine dit ouvertement que nous avons appuyé les terroristes et les soi-disant ceux-là qui étaient les petits voleurs là, les petits dangabis qui étaient là-bas, je ne connais même pas leur nom. Attendez, qui a permis à l'Ukraine d'utiliser son espace et attaquer le Mali? C'était avant la reconnaissance ou après la reconnaissance? Qui a insulté, qui menace le Mali à longueur de journée dans les rencontres internationales? Et c'était fait avant ou après? Il y a beaucoup de batailles que vous avez. Le Mali n'aurait pas dû reconnaître. C'est ta maman que ton papa n'aurait pas dû reconnaître comme étant la mère que tu es, une dagadée que vous êtes. Vous avez une idée de ce que cela signifie? Donc le Mali doit avoir peur de l'Algérie. Le Mali doit se coucher devant l'Algérie. Le Mali doit avaler sa souveraineté parce que c'est l'Algérie. S'il faut exterminer tous ces rebelles au Mali, il faut les exterminer jusqu'au dernier. Je répète, s'il faut les exterminer, parce qu'aujourd'hui, la guerre a changé, c'est fini. La stratégie est finie. Avant, on cherchait peut-être à faire. Et celui-même qui disait, il ne faut pas trop les tuer. Celui-même qui dit, s'il faut ça, il faut les laisser. Ben, c'est lui que vous avez tué. Et ce sont ces hommes qui sont sur le terrain. Vous pensez qu'ils vont vous laisser? On va vous laisser. Alhamdoulilah. D'accord, vous n'avez rien vu encore. Alors non, je continue. La Russie a marqué sa présence dans le Sahel. Et la Russie n'a jamais abandonné le Mali. Mais je voudrais m'arrêter sur ce point. Les gens pensent que notre architecture sécuritaire repose exclusivement sur la Russie. Les gens pensent que sans la Russie, nous n'avons pas de sécurité. Les gens pensent que c'est la Russie qui fait tout pour nous. Les Russes sont des hommes, les Russes meurent comme les Maliens. Le Mali n'a pas troqué sa souveraineté. La Russie a demandé à s'implanter dans une partie du Mali. La zone des trois frontières, c'est la zone dont la Russie a besoin. Cette zone des trois frontières donne un avantage stratégique à la Russie sur l'Europe. La zone des trois frontières, c'est comme le centre du monde, c'est comme le centre névralgique. À partir de cette position, c'est facile de frapper toutes les capitales occidentales sans déployer de gros moyens. Ce sont des calculs que les gens ont faits et tout le monde est d'accord là-dessus. Et la Russie a besoin de ça. Mais dans tous les pays du monde, ça ne commence pas. Attendez,
Depuis quand vous avez vu qu'il n'y a pas de partenariat dans le monde, dites-moi. L'OTAN n'existe pas, l'OTAN existe donc. L'OTAN, c'est quoi? C'est pas un partenariat entre les gens, c'est pas ce qu'on appelle Alliance Atlantique Nord, c'est pas ça? L'OTAN, là, c'est pas ça? Ils ont créé l'OTAN entre eux, là. Alors, pourquoi nous, on ne doit pas être dans une alliance? Pourquoi nous, on ne doit pas être aussi dans une position stratégique? Une puissance nucléaire qui nous défend aux Nations Unies, puisqu'on n'a pas droit à la parole aux Nations Unies. On ne peut que parler, mais ça ne va pas quelque part. La seule personne qui peut bloquer, qui dit ça ne passe pas, qui met son veto, c'est la Russie. Et la Russie dit, nous avons besoin de ça. Non seulement votre sécurité sera rattachée, mais ça vous permettra de vous protéger contre celui-là. Parce que les armes que nous avons, il y a des armes que les puissances ne vendent pas. Arrêtons de nous blaguer. Il y a des armes que la Russie ne vend pas. Il y a des armes que l'Iran voulait avec la Russie il y a longtemps, ça fait des années. La Russie avait toujours refusé. C'est tout récemment que la Russie a accepté de vendre, je crois, son Sukhoi vers combien elle avait, 57, quelque chose comme ça. La Russie, c'est un avion que la Russie dit, elle ne vend pas. Donc, il y a des armes. Nous, on n'a pas besoin d'armes nucléaires, mais la Russie dit, d'accord, si je suis cet espace-là, vous n'avez pas l'arme nucléaire, je vous mets sous la protection de l'arme nucléaire. J'installe une base nucléaire dans la zone des 3 frontières qui protège Mali, Niger et Burkina. Donc, en même temps, si vous voulez attaquer directement ces pays, vous êtes obligé d'attaquer cette base militaire de la Russie. Donc quand la Russie fait cette proposition aux 3 chefs d'État, ils réfléchissent, ils regardent dans leurs intérêts. Si ça va dans le centre de leurs intérêts, sans menacer, sans remettre en cause leur souveraineté, ils acceptent. C'est volontairement qu'ils acceptent, mais pas quelqu'un qui va venir imposer sa volonté. La Russie n'a jamais imposé sa volonté. Et les pays sont... Donc, nous, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre le Mali et la Russie. Pourquoi pas? Puisqu'on aura besoin de centrales nucléaires. Et les centrales nucléaires civiles qu'on va installer, on aura besoin de plus de capacité que de protection. Quand la Russie est là-bas, nous, on profite des satellites militaires russes. Donc, où est le problème? Maintenant, on dit que la Russie a fui, ce qui est absolument faux. Mais je vais revenir sur ça. Écoutons d'abord le président Goïta. Écoutons le président Goïta. Malien. On va écouter le président Goïta. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité qui traverse notre pays suite à des attaques terroristes. Survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidali. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Alors, vous voyez ici, pourquoi je dis de faire beaucoup attention. Depuis que le président Goïta parle, il n'a jamais dit tentative de coup d'État. Écoutez très bien, c'est fondamental ce que je dis. Parce que la désinformation, la manipulation, la désintégration, ça pose un problème. Oui, écoutez, quand le président parle, le président ne dit pas tentative de coup d'État. Donc faisons beaucoup attention quand on écoute, quand on va s'informer. Faisons beaucoup attention aux propos. Faisons beaucoup attention aux narratifs. Beaucoup de gens m'ont envoyé cette merde de coup d'État là. Il y a des gens même, j'ai bloqué, il y a des gens même, il y avait des personnes que je respectais, je n'ai même pas répondu. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Et souvent, quand les gens vont se mettre dans des trucs, et puis ils entendent, ils sont paniqués, ils se mettent à vous appeler. Ils disent, mais attends. Est-ce que je t'ai dit d'aller écouter telle personne? Il y a des, attendez, c'est votre argent, c'est votre téléphone, je répète. Mais est-ce que je dois, attends, je marie femme pour donner à quelqu'un. Est-ce que je dois enlever son caleçon et puis le mettre sur la femme? Je peux faire ça? Non? Ou bien, vous mariez femme, vous donnez à votre femme, puis vous allez lui dire, attends, viens ici, c'est vous qui allez le prendre pour le mettre sur sa femme, vous ne faites pas ça?
Quand vous donnez des conseils, ça s'arrête là. Mais vous allez écouter, assumer ce que vous allez écouter. Moi, j'ai plus rien à voir, ça ne m'intéresse pas. Ou hein, j'ai la mine fraîche tout le temps que je sors. Je ne suis jamais paniqué parce que je ne n'écoute pas n'importe quoi. Au moment où vous paniquez, vous faites tout. Je reste tranquille et calme. Et j'ai toujours dit en disant ceci, je dis, tant que je ne dis rien, passez votre route. Il y en a qui ont trouvé que j'exagérais, que je me vantais, ce n'était pas ça. C'est pour vous dire de charger vous, arrêtez d'aller regarder n'importe quoi, arrêtez de vous mettre des pressions inutiles qui ne valent pas la peine. On va écouter le président Boïta et puis on va revenir là-dessus. Grâce au centre des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, sans froid, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Complicité interne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dans tout ce que j'ai dit, il y a un rapport avec ce que le président dit. C'est au regard de ce que le président a dit, j'ai réfléchi, j'ai commencé à faire mes analyses et le Tout-Puissant Allah m'a ouvert, comme d'habitude il le fait, en direct télévision, et puis j'ai vu tout de suite, et c'est ce que je suis en train de vous restituer, ce qui m'a montré. Voilà. Je n'ai pas de source, je n'en veux pas. Et si quelqu'un prétend être ma source, dites-le, je te respecte, mais tu es un menteur. Parce que Keïta dit toujours, il n'a pas de source, il n'en a pas besoin. C'est quand vous ne vous faites pas confiance que vous voulez une source. Soyez sérieux, vous n'en avez pas besoin. Soyez objectif, Dieu est votre meilleure source. Soyez dans la vérité, Dieu est votre meilleure source. Soyez républicain, soyez patriote et Dieu est votre meilleure source. Avec la légalisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Pour votre connaissance, le chiffre qui a été avancé officiellement, c'est plus de 2000 terroristes qui ont été liquidés. Je répète, plus de 2000 terroristes ont été liquidés. Je répète, plus de 2000 terroristes ont été liquidés depuis le 25. Je n'ai pas encore le dernier chiffre, ça c'était les informations que j'avais depuis hier. D'accord? On continue. Maliens. En ces instants de douleur collective, ma première pensée va aux victimes et à leurs familles. Je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes, civils et militaires, tombés sous les coups de la barbarie. J'adresse au nom de la nation tout entière mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime ma compassion aux blessés. C'est avec une grande peine que je tiens à rendre un vibrant hommage à notre regretté ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, dont la disparition constitue une perte immense pour la nation malienne. Ce valeureux officier a servi le Mali avec loyauté, courage et dignité, avec un sens élevé du devoir à un moment où notre pays est engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme. À sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l'ensemble des forces armées et de sécurité, j'adresse la compassion et la solidarité de la nation. Ce que je me suis posé comme question,
Qu'est-ce que Sadio a bien pu faire à ce monsieur à tel point de le détester jusqu'à ce point? Qu'est-ce que Sadio... Parce qu'ils savent. En fait, je vais vous dire, je m'arrête là. Le président a parlé pendant 12 minutes, 11 minutes, je crois. On l'a écouté pendant 5 minutes. Permettez-moi de faire un petit point rapide et puis on va continuer. Cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Cette situation n'a même pas commencé avec les attaques contre les camions citernes des hydrocarbures. Cette situation a commencé il y a bel et bien longtemps, des années. Comment? Je me rappelle personnellement qu'il fut un moment où ils ont même dit que, à l'époque, ils étaient tous les deux colonels, que le colonel Modibo a un problème avec Sadio. Et que les hommes de Sadio et les hommes de Modibo, donc cette situation, c'est pas aujourd'hui. En fait, ils ont planté la mauvaise graine et ils ont continué la manipulation. L'objectif, je suis en train de vous dire quelque chose aujourd'hui, que aucun être humain sur la terre des hommes ne vous l'a dit. Personne, aussi doué soit-il, personne ne vous dira ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Je prie Dieu que cette vidéo soit conservée pour des milliers d'années à venir. Un jour, on se souviendra peut-être de ce que je suis en train de dire pour le Mali. L'intoxication polluait l'atmosphère sécuritaire au Mali. Serge Daniel est un élément incontournable. Le bâtard de raté algérien qui se fait passer pour le collaborateur des terroristes sur les chaînes de télévision françaises, lui aussi est dedans. C'est les deux qui ont entretenu ce narratif avec l'implication du régime de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et surtout son bâtard de fils adultéré Téné Biraïma. Eux, avec la DGSE, bien avant l'implication du SBU ukrainien, c'est-à-dire le service de renseignement ukrainien. C'est eux qui ont commencé d'abord avec le soutien de l'Algérie et de la Mauritanie. Donc, polluer l'atmosphère, parce qu'on a toujours dit, si vous faites coup d'État, forcément, vous allez vous trahir. Donc, ils ont essayé de jeter des pots de banane sous les pieds de Sadio Bourbokone. Créer, voilà deux pliés, deux cerveaux, deux hommes qui sont les pliés sur lesquels repose cette fondation. Sadio et Bourbokone, le renseignement et la défense. Donc, on essaie de créer une tension entre les deux. Dieu merci, ils se voyaient, ils se parlaient et ils ont tous, entre eux là, ils ont juré sur le Coran de ne jamais se trahir. Ils ont juré sur le Coran de ne jamais se trahir. Donc, peu importe, les idiots ne savent pas ça. C'est la même chose en Iran. Donc, ils ont essayé, je répète, de créer cette tension entre Sadio et Bourbokone. Ils ont même dit une fois même que Bourbokone a été, qu'ils ont tiré sur lui, les hommes de Sadio ont tiré sur lui, il a pris une balle. Affaire de balle de Bourbokone, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Je suis sûr que tous les petits bâtards assis à Pékin, ils sont en train de me maudire. Tous ces petits idiots. Je demande au président Assimi Goïta de révoquer tous ces petits bâtards en Côte d'Ivoire leur nationalité malienne. Il faut les déchoir et tout sans exception de la nationalité malienne. Mais c'est les mêmes idiots. C'est eux qui ont préparé tout ce narratif-là. C'est les gens qui me détestent à mort. Vous ne pouvez rien parce que moi je suis choisi, établi par Dieu. Donc vous voyez, il y a longtemps ça a bien commencé. Alors quand cette situation se produit, les gens reviennent encore à la charge. L'objectif ici, on a voulu, là où ils ont fait un mauvais calcul, croyant envoyer un message de désolation au sein de nos forces en disant que Bourbokone a été touché, le chef d'état-major Ouba Diarra a été touché, le ministre Sadio a été touché, en envoyant ce message,
tous les trois sont des piliers essentiels pour l'architecture de la défense malienne. Bourbo Ouma Diarra, c'est le chef d'état-major, des forces armées, Ouma Diarra. Bourbo Kole, c'est le patron du renseignement. Sadio, c'est le ministre de la Défense, ministre d'État. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà comment ils ont essayé d'attaquer les trois piliers. Mais les petits bâtards qui se disent rebelles ne peuvent pas réfléchir comme ça. Moi, je prie Dieu, Assimi Goïta, à cause de Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Si tu veux, il faut jeûner, Assimi, demande pardon à Dieu. Tous les petits bâtards rebelles, il faut les tuer et tous jusqu'au dernier. J'allais oublier. Je demande au président de l'AES. Ça, c'est ma demande. Capitaine Ibrahim, je sais que le renseignement burkinabé m'écoute, le renseignement nigérien et malien. Voilà ce que je formule comme demande à nos trois chefs d'État. Vous devez inscrire 3 organisations sur la liste noire des pays de l'AES comme étant organisations terroristes et criminelles. USAID des Américains, là, il faut désigner USAID comme une organisation terroriste et criminelle au sein de l'AES. USAID, je répète, il faut considérer USAID comme une organisation terroriste et criminelle dans le Sahel. Il faut considérer Human Rights Watch comme organisation terroriste et criminelle dans le Sahel. Il faut considérer Amnesty International comme organisation terroriste et criminelle dans le Sahel. Voilà, si on n'exclut pas ces 3 organisations de nos pays, que Dieu nous aide. Il n'y a pas une fois j'ai dit quelque chose aussi par la grâce de Allah et puis on n'a pas vu. Vous pouvez hésiter sur USAID, je peux vous comprendre. Mais Amnesty International, vous avez suspendu. Ça ne suffit pas, monsieur le président de l'AES. Il faut bannir Amnesty International dans le Sahel. Il faut considérer Amnesty International comme organisation terroriste et criminelle. Il faut considérer Human Rights Watch comme organisation terroriste et criminelle dans le Sahel. J'ai dit pour moi, qui finance? C'est USAID qui finance les deux. Avec qui? Avec George Soros. Qui est George Soros? C'est le plus grand déstabilisateur des régimes en Afrique. Le plus grand faiseur de coups d'État dans le monde, c'est George Soros, à cause de ses intérêts. Moi, je m'arrête là. Si vous voulez, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, il faut déclarer ces 2 organisations comme organisations. Ce n'est pas affaire de personnes non grata, AAOT. Non. Vous les déclarez comme organisation terroriste et criminelle dans le Sahel. Human Rights Watch et puis Amnesty. Comme ça, vous n'avez plus à répondre de leurs accusations. Ils vont accuser quelqu'un d'autre. Parce que tant que vous les reconnaîtrez comme organisation humanitaire, vous devez répondre de leurs accusations. Mais quand vous les placez dans la liste noire des pays de l'AES comme État, organisation terroriste, vous ne répondez de rien encore, c'est terminé. Voilà ma requête à nos 3 présidents. Maintenant, on continue. La chaîne de commandement, la détermination des hommes. Les gens pensaient que, en déclenchant, en attaquant la résidence tout de suite de Sadio, voilà leurs analyses. En attaquant tout de suite la résidence de Sadio, les militaires vont dire, mais attendez, pourquoi on n'attaque pas Assimi Goïta? Pourquoi on n'attaque pas Malik Diaw? Pourquoi on n'attaque pas Ouagé? Pourquoi c'est Sadio? Donc c'est un coup. Voilà comment ils ont raisonné, voilà comment ils ont réfléchi. Donc c'est un coup. Dieu merci, l'armée avait l'information, l'armée s'était préparée, le renseignement savait très bien. Mais, est-ce qu'on savait qu'on allait attaquer Sadio de cette manière-là? Personne au monde ne pouvait notifier et certifier cela. On savait qu'il y avait des attaques de grande envergure qui se préparaient. D'ailleurs, c'est ce qui a permis d'éviter, c'est ce qui a complètement circonscrit le nombre. C'est vrai que Sadio, c'est une perte énorme. Mais ce qui avait été planifié, ce n'était pas ça. Ce qui avait été planifié, c'était de prendre le contrôle de la ville garnison où se trouve le président Goïta. C'était l'objectif. Bon.
On va continuer à écouter le président et puis on va revenir en arrière. Son engagement restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. Qu'Allah lui accorde sa grâce infinie. Mes chers compatriotes, ces attaques ne sont pas des faits isolés. Elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. C'est le lieu de raffiner la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée, qu'il a un prix et nous en sommes conscients. La souveraineté assumée a un prix et nous en sommes conscients. Nous sommes tous prêts à payer le prix pour la souveraineté. Nous sommes tous prêts à payer le prix pour la libération de notre pays. Nous sommes prêts à payer le prix pour que notre pays soit libéré de la domination, du mensonge, de la manipulation. Mais attendez, je vais vous faire... on a écouté le président Goïta, je vous ramène ici rapidement. Je vous ramène ici. Espérant que chacun va tirer. On va tous bien écouter. Permettez-moi. Le président Goïta, ok. Maintenant, je vous fais écouter ça. On va écouter ça. Nous arrivons maintenant au point 5 de nos travaux. C'est la déclaration des experts et de la société civile. Pour ce point, nous allons donner la parole d'abord au président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso. Il s'appelle M. Bassolma Bazier. C'est une grande voix africaine et très connue aux Nations Unies. Les intéressés se reconnaissent. Monsieur le ministre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci bien, Excellence. Je fais mien entièrement la préséance qui a été déclinée par Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso en tant que chef de délégation. J'ajoute seulement à ce qu'il a dit à votre endroit, Excellence, Monsieur le ministre, nos sincères salutations et félicitations africaines. Vous comprenez ça, hein? On se rappelle en septembre 2023, au moment où le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'étaient pas fréquentables par certains, y compris même leurs propres frères africains, vous avez pris la parole à la tribune des Nations Unies. Vous avez tenu des propos assumés et forts. Vous avez eu à dire devant l'histoire qu'on est fatigué. Nous sommes en train d'affirmer et d'assumer notre souveraineté et nous sommes conscients du prix à payer. C'est pourquoi je vous permets d'écouter quelques fragments de l'intervention de Bassolma Bazier qui a dit des choses intéressantes, pas seulement pour le Burkina, mais pour l'ensemble des États du Sahel. Je vous en prie, on va écouter ça. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Mali. Mais on va aller encore plus en profondeur concernant le Mali, ne vous en faites pas. On va écouter. On est fatigué de la condescendance, on est fatigué de l'arrogance, on est fatigué de la suffisance. Vous ne vous êtes pas seulement limité à ces mots. Lorsque vous êtes rentré, vous et l'ensemble du peuple togolais, avec le président du Conseil en tête, vous avez créé toutes les conditions pour que
nos matériels pour défendre et protéger nos populations ont été libérés. Et jusqu'à l'heure actuelle où nous prenons la parole, avec tout ce que nous avons traversé comme difficulté, nous n'avons pas entendu une seule seconde que le Togo a fermé ses frontières à ses frères. Justement pour emboîter le pas du président de la commission de la CEDEAO et du frère représentant spécial de l'Union africaine, que je salue fortement, leurs propos qu'ils viennent de tenir nous marquent, et c'est africain. Je pense que mon frère de la commission de la CEDEAO a même dit que cette rencontre s'inscrit dans une doctrine africaine, ancestrale. C'est très important. On va écouter, hein. En le disant ainsi, monsieur le ministre, le fait de libérer le matériel n'est pas fermer les frontières à vos frères, mais également cette instance qui se veut comme arbre à palabre. Je me réfère à l'article 33 de la charte de Kouroukanfouga de 1236, qui institue ce arbre à palabre. Et le fait que vous n'avez jamais trahi vos frères africains sont aussi inscrits à l'article 30 de la charte de Kouroukanfouga de 1236. Oui, tu as raison, mon frère, sur Facebook. Il appartiendra à nos autorités de décider si NCI peut être censuré au niveau de l'AES. Mais avant de censurer NCI, à ces idiots de NCI là, j'envoie ça qu'ils écoutent. Je ne suis pas leur camarade. Malheureusement, on s'est assis peut-être sur les mêmes bancs à l'université Félix Houphouët-Boigny, fut un temps de ma vie. Mais je crois que l'honnêteté, la probité, l'honneur fait défaut à ces idiots qui sont sur NCI. Ne t'en fais pas, on va en parler. D'accord? On va écouter ici. Et le fait, justement, que vous venez en aide à l'ensemble de vos frères africains, c'est aussi le contenu de la charte de Kouroukanfouga de 1236. On va écouter. Hein, donc, moi, je vous salue au nom des ancêtres. On a besoin d'écouter ça. Et justement, ceux qui parlent au nom des ancêtres africains, s'ils sont des Africains, bien sûr, ils doivent savoir qu'ils doivent avoir un comportement bien sain et correct. Parce que les ancêtres, ils ne demandent pas à ce que vous venez vous expliquer ce que vous avez fait et puis repartir. Quand ils viennent, c'est pour vous appeler pour de bon. Donc on a intérêt à bien se comporter. Et de ce point de vue, vous allez me permettre de saluer l'ensemble des peuples frères à travers le monde qui soutiennent le pays de l'AES. Et nous saluons fortement l'ensemble des gouvernements qui ont pris l'orientation de leur peuple, qui nous soutiennent et qui comprennent les pays de l'AES. Mais s'il y a des dirigeants qui n'ont pas encore changé leur carte mémoire, à comprendre que le monde va dans un sens bien déterminé qui n'est pas leur heure, ils ont intérêt à se réveiller très vite. De toute façon, nous avançons. Le combat qui est mené au niveau du Sahel n'est pas une aumône de souveraineté qui est demandée. Ok, écoutez bien. Hein. C'est un combat de conquête pour notre souveraineté. Ok. Et de ce point de vue, mon propos s'articule autour de deux clichés à clarifier, parce que nous constatons qu'à travers les discours, et même les questions de droits humains qui sont évoquées, écoutez bien. Il y a des plans stratégiques d'assassinat de nos dirigeants qui sont en vue. Ok, je m'arrête là d'abord. Plan d'assassinat de nos dirigeants. Le monsieur, j'aurais pu dire que c'est un prophète. Basé, j'aurais pu dire que c'est un prophète. Mais il n'est pas prophète. Je ne suis pas prophète. Ce que nous faisons, c'est que Dieu nous a fait grâce d'une anticipation, d'une capacité d'anticipation qui peut-être va, il y a des, vous savez, l'intelligence selon les hommes est mesurée ou est déterminée par un certain nombre de coefficients. Votre coefficient peut être élevé que les autres, donc vous avez une capacité. Et si vous travaillez plus votre intellect, vous avez, et puis vous atteignez un certain pourcentage, parce que le pourcentage, chacun le fait. Il n'y a pas école pour ça. D'accord? Nous travaillons notre coefficient, nous travaillons nos capacités. Donc, ce qui fait que ce que nous disons, quand nous le disons, par la grâce de Dieu, ça arrive. C'est parce que nous avons travaillé notre coefficient intellectuel. Nous l'avons mis à un pourcentage plus élevé que la norme.
C'est-à-dire que ceux qui restent tous à un niveau, tout le monde, on attend qu'on nous donne pour accepter. Et nous refusons. Bazir refuse, je refuse. Goïta refuse, je refuse. Ibrahim refuse, je refuse. Tous ceux qui comprennent les choses comme nous n'acceptons pas. C'est qu'on vient nous donner tout ça comme un plat préparé, il faut manger. Nous refusons ça. Mais nous remettons en cause un certain nombre de questionnements qui nous permettent de faire des projections. Et ces projections, curieusement, s'avèrent justes. Le jour où il disait ça, personne ne pouvait imaginer que le ministre Sadio Kamara était celui dont Bazir parlait sans se rendre compte. Après ce qu'il a dit, Sadio Kamara a été assassiné. Il est mort comme un soldat en défendant sa femme et ses enfants et ses hommes qui étaient avec lui. Mais la charge explosive était telle que même s'il s'en sortait, peut-être qu'il ne serait même pas un homme normal. Et Dieu a fait son travail, il a préféré le rappeler auprès de lui. Mais ceux qui ont fait ça, ils ont appelé ça assaut final. Alors, si l'assaut final n'a pas eu lieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez échoué tout. Attendez, à moins de 72 heures, on a tué plus de 2000 personnes. Et le chiffre qui nous a été donné était 12 000 personnes. Je ne parle pas de ceux qui ont été arrêtés. Je ne parle pas de ceux qui ont déposé les armes et ont fui. Ils sont allés. On ne sait même pas où, dans quelle partie de la brousse ils sont. Mais quand Bazir parlait de plan d'assassinat de nos dirigeants, Sadio était un dirigeant, Sadio était un leader, Sadio était ministre d'État. Au plan protocolaire, après le premier ministre, c'est lui. Donc c'est un dirigeant. Est-ce que ce que le Bazir a dit à Lomé, au Togo, est-ce que ça ne s'est pas vérifié aujourd'hui au Mali? Alors, quand les idiots ne réfléchissent pas, les ratés de NCI ne réfléchissent pas, ces bâtards et ces dévergondés, ces Daniel ne réfléchissent pas, et puis viennent nous... Vous croyez que vous êtes à la hauteur? Vous pensez honnêtement que vous êtes à la hauteur? Vous pouvez être à la hauteur? Donc, quand j'ai vu mon jeune frère, Nyang, j'ai dit d'accord, je vois ce qu'il va dire là-bas. Mais Nyang a été d'une, je ne sais pas comment vous dire ça. Dites de ma part à Nyang, merci. Je n'ai pas cœur pour supporter ça, mais lui, il est fort. Nyang a fait un travail extraordinaire. Nyang a démonté ces petits minables de journalistes sur le plateau. Nyang a fait... À tel point, vous savez, quand vous animez ces genres d'émissions, vous avez des oreillettes. Les oreillettes, oh là là, et j'ai mes oreillettes ici, Gausso, Amis, il aime trop utiliser mes trucs. Il y a les oreillettes où vous mettez, et puis on vous parle en même temps. Quand Nyang a commencé à frapper, quand Nyang a commencé à nettoyer, quand Nyang a commencé à faire ça, oh oh, tout de suite ils ont parlé dans l'oreillette et il a coupé Nyang. Il n'a même pas laissé Nyang terminer. Parce que dans les oreillettes là, on lui a dit il faut arrêter. Celui que tu as invité là, c'est pas notre camarade. Il est en train de nous détruire. Et là, c'est pas bon. Et tous les Ivoiriens qui ont pu écouter notre jeune frère Nyang se sont rendus compte que on ne fait que mentir aux Ivoiriens et manipuler les Ivoiriens. Merci à Nyang parce qu'il a fait un travail extraordinaire sans s'en rendre compte. On lui a arraché le micro avant son temps d'antenne, avant qu'il ne finisse. Mais cela a dit long puisque j'ai été directeur de programme, j'ai été directeur de publication, j'ai été directeur de radio, donc je sais ce que c'est. Arracher le micro quand vous parlez, je sais ce que c'est parce que vous êtes en train d'aller sur une zone de turbulence. Et Nyang a fait un travail extraordinaire sur... On parle de plan stratégique d'assassinat des dirigeants. Il faut que mes propos soient précis afin qu'on puisse comprendre. Dès le moment où on parle de démocratie, il faut que les pays de l'AES retournent à la démocratie. Il faut qu'ils retournent à des élections. Nous parlons de quelle démocratie? Le point d'interrogation mérite d'être posé dans la mesure où... Là, maintenant, c'est Keïta qui parle. Vous entendez la voix des
Bassolma. Mais ce n'est pas Bassolma qui parle. C'est l'esprit de Keïta qui parle à travers la bouche de Bassolma. Maintenant, il faut bien écouter. Depuis les années 1960 à 2022, si je prends le cas du Burkina Faso, nous avons été dirigés par des démocrates implantés, installés, par des gens assis de l'autre côté des océans. Quel est l'impact sur le terrain? Je prends quelques exemples. De 2022, ça dit de 1960 à 2022, ça fait 62 ans. Comparativement à 2022 jusqu'à 2026, ça fait 4 ans. En 4 ans, voilà ce qui a été fait. Quand l'appel a été lancé au peuple burkinabé de faire face à la situation actuelle, de 2022 à l'heure où je vous parle, le peuple a mis la main à sa poche et il a cotisé 541,2 milliards. Le peuple dont on dit qu'il est martyrisé là, il a cotisé 541,2 milliards pour faire face à la situation actuelle. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Donc on parle de peuple martyrisé, c'est de quel peuple? Deuxième exemple que je prends, au plan sanitaire, malgré que nous sommes en crise, en guerre, comme nos autres pays frères, le Niger et le Mali, une décision a été prise. Quand vous avez des problèmes de rein, pour aller te soigner, il fallait déposer une caution de 500 000. Le chef de l'État a pris un texte, cette caution de 500 000 a été annulée. Ce n'est pas un droit humain, pour la défense des droits humains. Deuxième exemple, au niveau de l'approche communautaire, dans une période de crise, on a payé 15 cliniques mobiles pour l'ensemble des régions de notre pays. Les populations ne se déplacent plus pour venir à Ouagadougou à propos de la pour se soigner. Dans chaque région, il y a une clinique entièrement équipée sur place. La plus défense des droits humains que ça. Troisième exemple que je prends, au niveau de l'assurance maladie universelle, permettant aux populations, y compris le secteur informel, de cotiser 4 000 francs par an. Et quelle que soit la formation sanitaire que vous présentez, vous êtes pris en charge. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à 2022, ce n'était pas fait? Autre exemple que je prends, quand nous prenons les scanners, vous faites un accident tout de suite, vous partez à l'hôpital, vous pouvez mourir parce qu'on n'arrive pas à faire un scanner. Le coût a été réduit de 50 000 à 25 000. Ça fait 50% de réduction. Ok, merci beaucoup. La liste est longue. Vous pouvez aller consulter ce qu'il a dit au Togo. Parce que vous comprenez pourquoi j'ai dit cette affaire de démocratie, ça ne nous intéresse pas, on n'en a pas besoin. Et Dieu merci, je n'ai pas besoin d'être invité au Togo. Faites-moi confiance. Vous allez voir plein de gens qui vont participer à des panels, qui vont participer à des rencontres internationales. Et vous allez vous poser la question, pourquoi Keïta n'est jamais là? Ne vous en faites pas, parce que l'esprit de Keïta parlera toujours, même si Keïta n'est pas là-bas. Ça, c'est la force qu'il a avec Dieu. Quelqu'un parlera toujours, si comme c'est Keïta lui-même qui était là. Quelqu'un défendra les idéaux que défend Keïta partout où besoin se fera sentir. Et ça, c'est la preuve qui est là. Maintenant, on revient au Mali. Le président Goïta a été suffisamment clair. On peut nous faire croire que l'Algérie n'a rien à voir dedans. Ça, c'est la position du gouvernement algérien, mais c'est faux. On peut nous faire croire que la Mauritanie, mais c'est faux. La France a une implication. Rappelez-vous toujours, il n'y a pas trop longtemps, avant le 25, j'ai fait un direct où je vous ai dit, n'oubliez pas ce que le général Lecomte a dit. Un jour ou l'autre, il va falloir retourner en Afrique. Aujourd'hui, nous voyons les limites de l'Europe. Maintenant, les attaques, les hydrocarbures. Les hydrocarbures, quand vous regardez, voilà pourquoi j'ai dit au président Goïta, et je répète, je réitère encore ce que j'ai dit au président Goïta. Je vais revenir sur NCI, ne vous précipitez pas. Je vais revenir sur NCI. Je sais que les petits bâtards des journalistes les sont là. Ali, tu es là, non? Ali Diarasouma, je te vois, tu es là. Merci, il faut bien t'asseoir. Il n'y a pas fallu avec ta gueule pourrie là. Quand j'ai fini avec toi, tu vas voir. Écoutez bien ceci. Les attaques sur nos citernes. Il faut perturber la distribution des hydrocarbures. La perturbation aura différentes ramifications. 1. La population va s'énerver. C'est pourquoi
Je voudrais demander à ceux qui ont les radios au Mali où on parle Bambara. Moi, afin de Bambara, je ne suis pas dedans. Prenez mes interventions et faites les traductions pour nos parents, pour qu'ils comprennent bien ce que je dis. Parce que je vise un public beaucoup plus large que le public qui parle le Bambara. Le Bambara, ce n'est que pour le Mali. Et nous avons des gens qui sont tapis à l'extérieur qui s'attaquent au Mali. Il faut qu'ils comprennent que nous savons ce qu'il faut. En parlant Bambara, je ne les touche pas. Donc c'est fait à dessein et de façon volontaire. Je ne parlerai pas à Bambara. Parce que je veux que les idiots de la DGSE comprennent ce que je dis. Les bâtards de la DGSE, je veux qu'ils comprennent ce que je dis. Les enfants de capote ont percé, les Sourourbadés de la DGSE, les Daniels de la DGSE, je veux qu'ils comprennent ce que je dis. Leur président PD, leur président malade, bâtard d'Emmanuel Macron, je veux qu'ils comprennent ce que je dis. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je mets ma confiance à Allah. S'il est dit que je dois mourir, une seconde ne sera pas ajoutée sur ma vie sur la terre des hommes. À la seconde près où l'Éternel a décidé, je partirai, selon les conditions qu'il aura déterminées lui-même. Personne. Ma vie n'appartient à personne, sauf à Allah. Ce que je dis, je voudrais que ce soit bien clair. Quand vous avez perturbé la distribution des hydrocarbures, il y a 2 messages qui étaient dedans. Créer la panique au sein de la population et infiltrer vos hommes. Et vous l'avez bien fait, vous l'avez réussi, vos hommes sont entrés. Mais combien de vos hommes entrés sont ressortis de Bamako? C'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Donc la perturbation de la distribution des hydrocarbures en attaquant les camions citernes, c'était en préparation par rapport au 25 avril 2026. Dieu merci, les Maliens ont compris, mais des petits Maliens n'ont pas compris. Ceux qui nous vendaient les 20 litres à 30 000, à 40 000, à 50 000. J'espère et je prie Dieu que dans votre sommeil, Dieu vous envoie un rêve ou un songe pour vous dire que vous allez brûler en enfer. Parce qu'il y a une situation d'hydrocarbures. J'ai payé combien de fois les hydrocarbures? 20 litres à 35 000, 30 000, 32 500. Quand c'était moins cher, c'était 30 000. Mais alors qu'on ne savait pas, parce qu'on voulait tout de suite gérer une situation. Mais on ne savait pas que la distribution était faite à dessein dans l'intention d'infiltrer des hommes dans le pays. Je fais cette intervention de façon volontaire pour que le renseignement prenne compte de ce que je dis. Très peu ont vu ce que je suis en train de dire. Personne au monde sur la terre des hommes, à l'exception de Cheikh Oumar Keïta, personne au monde ne vous dit ce que je suis en train de dire. Personne ne l'a fait, personne ne peut le faire parce que ce n'est pas une source, c'est Allah qui met dedans et je donne. Donc, la perturbation de la distribution des hydrocarbures a été faite à dessein. Une dernière fois. Ça a été fait à dessein. 2 objectifs. Créer la distraction, la diversion, la panique au sein de la population et pendant ce temps, faire entrer les terreaux doucement dans la capitale Bamako. Voilà l'objectif. Ça a été planifié à long terme, mais les petits bâtards du MNLA ou bien de toutes les merdes qui se donnent les noms ne connaissent pas ça. Il a fallu les éléments de la DGSE, du SBU, de la CIA. Oui, la CIA est dedans. Si vous pensez que la CIA n'est pas dans ce qui se passe au Mali, vous vous trompez. J'accuse directement la CIA dedans parce que je connais le mode opératoire de la CIA. La CIA est impliquée indirectement dedans. La CIA a une philosophie. On est toujours du côté de ceux qui gagnent. Voilà la philosophie de la CIA. C'est pourquoi je répète au président Boïta,
de fermer toutes les portes en termes de surveillance, en termes de drone, en termes de collaboration avec les États-Unis. Ça ne marchera pas parce qu'on a notre partenaire russe qui est là. Et les Américains ne vont pas là où il y a la Russie. Ils vont dire oui. Aujourd'hui, si l'État du Mali dit oui, demain ils vont demander à l'État du Mali de rompre toute coopération avec la Russie pour qu'ils viennent s'installer. Voilà ce qu'ils vont dire demain. Monsieur le président Bouïta, est-ce que vous allez accepter ça? Donc ça n'arrivera pas. Donc la CIA est impliquée dans la mort de Sadio Kamara. La DGSE est impliquée dans la mort de Sadio Kamara. La Mauritanie et l'Algérie sont impliqués directement dans la mort de Sadio Kamara. Mais ce n'est pas grave. On est des êtres humains, on va mourir un jour ou l'autre. On a foi en Dieu et on sait que notre vie appartient à Dieu. À tout moment, il peut nous interpeller selon sa volonté et nous irons répondre à son appel. Maintenant, ce que je dis, ça c'est un. Deuxièmement, les Maliens qui sont assis en Côte d'Ivoire, dangadé que vous êtes, bâtard que vous êtes, mal élevé que vous êtes, raté que vous êtes, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Je m'en fous. Priez Dieu que vos familles ne payent pas pour ce que vous faites. Priez Dieu que vos familles ne soient pas impliquées dans ce que vous faites. Parce que vous n'avez même pas eu l'idée de ce qui se passe. Vous croyez que vous connaissez, vous ne connaissez rien. À te fouiller donc. Vous êtes tous des égarés, des pervers et des perdus. À te fouiller là-bas. Vous croyez que vous connaissez? Subhanallah. Je ris. Vous êtes au courant de rien. Vous êtes manipulé. À te fouiller donc. Vous êtes manipulé. Je n'ai pas fini, je reviens. Donc, vous nous attaquez. Vous attaquez notre distribution d'hydrocarbures pour perturber, créer la zizanie au sein de la population, infiltrer vos éléments. Vous l'avez réussi, Dieu merci. On était là, on a veillé au grain. Maintenant, le reste c'est quoi? On dit, le reste, j'ai pas fini, hein? J'ai pas fini. Maintenant, vous les Ivoiriens, attendez, je vois, je n'ai même pas, attendez. Bon, les Russes ont produit des vidéos. Permettez-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est bizarre, aujourd'hui, là, je suis tellement énervé que je suis bon. Les Russes ont publié une intervention. Je ne sais pas, je vais voir si je peux vous montrer. Je vais voir si je peux vous montrer. Je vais voir. Non, une seconde, je vais vous montrer ce que les Russes ont publié. Alors, les Russes. Alors, on va regarder ensemble. Particulièrement dans le centre et le nord du pays, le conflit entre terroristes et forces régulières se joue aussi sur le terrain de l'information. Le ministère russe de la Défense a diffusé ces images présentées comme des opérations contre des groupes armés Touareg après le retrait de l'unité paramilitaire Africa Corps de la ville de Kidal. Les affrontements se poursuivraient dans plusieurs zones du nord. Des groupes armés affirment chercher à prendre le contrôle de villes stratégiques comme Gao, Tombouctou et Minaka. De leur côté, les autorités... Alors, vous voyez, attendez, hein. Vous voyez ça? Vous voyez la voiture 4x4 là, c'est bâché. Alors, le partenariat, c'est cela. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'essence de ce partenariat avec la Russie. C'est-à-dire la Russie est surtout intéressée par la zone des 3 frontières qui lui donne une facilité d'agir en Europe. Toutes les capitales européennes sont à portée de main de Moscou à partir de la zone des 3 frontières. Mais Keïta, pourquoi il ne peut pas faire ça chez eux? Pourquoi il ne peut pas faire ça à partir de l'Alaska? Vous savez, dans la communication, ou du moins dans le système de gestion, dans la stratégie militaire, ils ont leur raison que nous, on ignore beaucoup souvent.
Pourquoi ne pas collaborer avec l'Europe? Dans tous les cas, ça nous arrange parce que ça permet d'arrêter le mensonge. Vous savez, Ivoirien, je vais vous dire une chose, maintenant ça ouvre la parenthèse pour entrer dans cette histoire de NCI. NCI appartient à Dominique Ouattara, la femme d'Alassane Ouattara. Le fils de Dominique est le propriétaire de NCI. Ou Ali Diarasouba, qui était journaliste à la RTI, a été recruté au sein de NCI. Il n'est pas le seul. Alors, ce qui m'a fait plus mal par rapport à cette affaire de NCI, ce n'est pas tant, excusez-moi, ce n'est pas tant ce que nous, donne-moi une seconde, je vais vous montrer une image qui m'a blessé. Une image de ce, attends, donne-moi une seconde. Alors, Abdoul Niang est passé. Il a parlé, il a fait une intervention. Des grands lacs, lorsqu'on prend le bassin du lac Tchad, un peu vers l'Afrique australe avec les difficultés qu'on peut rencontrer dans le Cabo Delgado, mais aujourd'hui dans le Sahel, on se rend compte que l'Afrique même, en général, de manière globale, est aujourd'hui ébranlée et fait face, à côté de ces défis de développement, aux défis de paix et de sécurité. La situation malienne, elle est inédite, elle est vraiment triste dans la mesure où ce n'était pas une situation, ce n'était pas un événement auquel on aurait pu s'attendre. Bah, écoutez ça. Est-ce que le gouvernement, selon vos informations de journalistes proches du régime en place, est-ce que le gouvernement a été associé aux négociations du départ d'Africa Corps? Alors, vous voyez déjà, je vais vous ramener en arrière. Vous voulez regarder l'image? Attendez, d'accord, je vais vous montrer l'image. Dans une seconde, je vais vous montrer l'image. Alors, je vais m'arrêter là. Bon, j'espère que vous reconnaissez ce studio de journaliste là, non? Oh là là, Facebook, on voit plus. Mais YouTube, vous voyez, non? L'idiot qui est là, cette merde-là qui est là, qui dit qu'il est journaliste. Alors, je ramène en arrière et vous allez écouter. C'est honteux et c'est scandaleux. Quand on prétend être journaliste et puis on n'est pas à la hauteur, c'est honteux et c'est scandaleux. Un journaliste ne devrait pas poser ce genre de questions. Vous pouvez poser ces questions-là pour faire plaisir au régime d'Abidjan. Vous voyez à moitié, Facebook et YouTube, vous voyez à moitié, ok. Oh là là, je ne sais pas trop, permettez-moi, hein, les gens de YouTube là, ils disent qu'ils ne voient pas bien. Voilà. C'est bon maintenant? YouTube, vous voyez maintenant? Maintenant, vous voyez correctement. C'est plus de moitié là, vous voyez. Facebook, vous voyez, YouTube, vous voyez. Voilà l'idiot qui est là. Vous le connaissez bien, c'est un journaliste en Côte d'Ivoire. Il est la honte et la déchéance morale en termes de probité, d'honnêteté. Et ce qui me gêne un peu, c'est ces petits idiots qui passent sur cette chaîne de merde. Moi, je dis toujours, sans me vanter, et que, alhamdoulilah, toute la gloire revient à Allah. Moi, je dis, vous ne pouvez pas me payer. Wallah, billah, vous ne pouvez pas me payer. Parce que moi, ce qui me concerne, au minimum par mois, je dis bien au minimum par mois, et Dieu sait, au minimum, c'est 2 millions que je dépense par mois, au minimum pour ma famille. Alors, vous allez me payer combien? Les amis, même aujourd'hui, j'ai reçu un lot d'habits. Il y a un autre lot qui arrive prochainement. Vous ne pouvez pas me payer. C'est Allah qui me donne. Je dis au minimum par mois. Je dis bien au minimum, wallah, billah, au minimum par mois, je dépense 2 millions pour ma famille, pour le bien-être de ma famille. Ça, c'est le minimum. Je ne dis pas c'est ce que je gagne, je dis c'est ce que je dépense. Ce n'est pas la même chose, ne mélangez pas. Oui, il gagne 2 millions, ce n'est pas ce que je dis. Je dis ce que je dépense au minimum. Je ne dis même pas. Je dis au minimum, si je n'ai rien dépensé, c'est 2 millions. Alors, moi, je ne sais pas. Des idiots comme ça, quand ils parlent, vous avez quoi? Mais soyez honnêtes quand vous parlez. Les idiots qui sont au pouvoir là, ils ne sont pas éternels. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Mais dites la vérité. Et si vous pensez que votre travail ne vous permet pas de dire la vérité, ayez le courage de démissionner un jour.
Dieu vous donnera un travail plus important que celui que vous avez quitté. Je vous fais une confidence. Aux États-Unis, quand je quittais un boulot, le prochain boulot, j'étais mieux payé et mieux traité. Parce que je prenais le... Pas parce que j'étais mieux que quelqu'un, mais je quittais puis je priais Dieu, donne-moi un autre boulot. J'ai appris à démissionner. Apprenez à démissionner un jour. Apprenez à dire non et démissionner. C'est important. Personne sur la terre des hommes ne peut me payer à part Allah. Parce que je connais mes besoins, je connais les besoins de ma famille. Ce n'est pas une façon de me vanter, mais c'est une réalité simple. Alors, Abdul, ok, on va écouter Abdul, on va écouter. Vous avez la preuve qu'il y a eu une négociation. Uh-huh. Donc, c'était pas prudent pour l'expert de venir sur le plateau. Très bien. Alors, Okay. alors on va reformer. Ok. Vous avez vu comment Abdul Neng a piégé le gars? Vous avez vu comment Abdul Neng a piégé? Ou vous avez eu l'information qu'il y a eu une négociation? Voilà. C'est-à-dire que soyez intelligents, ne faites pas. Attendez, vous pensez que Ouattara va mourir peut-être dans quelques mois? C'est tellement. Je ne lui donne pas 2-3 ans de plus. Ça peut arriver, mais ça m'étonnerait. Tenez vraiment, lui, il est déjà malade. Mais tout ce mensonge que vous faites là, mais les Ivoiriens vont vous juger dans votre quartier. Moi, quand je sors dans mon quartier, je suis respecté. Je suis honoré parce que je suis un homme de parole. On me respecte parce que je tiens ma parole. Mais quand un idiot comme ça, avec des costumes de merde qu'il porte, qui ne valent même pas ma paire de chaussures, il vient et puis il dit l'État malien a négocié. De quelle négociation tu parles? Quand tu es journaliste, un idiot comme celui-là, tu parles, tu sors la preuve de la négociation. Quelle preuve il a? Zéro. Quelle information? C'est ce que Télébrahim veut entendre. Parce que l'idiot veut tellement le pouvoir qu'il est prêt à ce qu'on dise n'importe quoi sur l'AES. Mais le Mali, je le répète, j'insiste, je persiste. Je ne suis pas Alpha Blondy, ce bidable-là qui se dédie. Non. Je dis, j'insiste, je persiste et je signe. Jusqu'à la fin des temps, le Mali ne tombera pas. Le Mali n'appartiendra plus jamais ni à la France, ni à une puissance soit dite occidentale. Je répète, je dis, j'insiste, je persiste et je signe, le Mali ne tombera jamais. Ni pour la France, ni pour les idiots qui sont... Vous avez deux idiots malades qui sont à la tête de votre pays. Un qui va mourir bientôt et l'autre mort qui prend le pouvoir qui ne fera même pas, même peut-être un an, il va mourir. Vous avez deux idiots, Ouattara et son fils d'adultère qui sont tous les deux malades de cancer. Il n'a tu n'as pas fini avec sa petite bâtard ratée de journaliste et c'est toi qui as la grande gueule sale. Tu vas nous parler du Mali, tu connais le Mali mieux que moi. Écoutons. Avant, excusez-moi. C'était pas prudent pour un expert de venir sur le plateau raconter cela sans consulter la page officielle de Africaport qui a publié. Ok, vous avez entendu? Ça, c'est Abdul Niang qui ramène l'idiot de journaliste à l'ordre. Ça, c'est Abdul Niang qui lui dit hé, arrêtez, oh, toi, tu te dis tu es expert, tu te dis tu es journaliste. Comment un journaliste peut venir sur le plateau de télé et dire quelque chose qui n'est pas vérifiable, dire quelque chose qui n'est pas soutenu par des documents? Un journaliste, moi, c'est pourquoi je vous dis toujours, je ne suis pas journaliste. Donc, je suis dédouané de tout ça. Moi, je ne suis pas journaliste. Abdul Niang dit, attention, toi, tu es journaliste, mais comment tu peux dire ça? Un journaliste, ce sont les faits. Un journaliste, ce sont les preuves. Un journaliste, ce sont les informations crédibles. Donc, voilà des idiots qui sont à la tête de l'État, qui sont à la tête de ces, soi-disant, enfin, tous les gars, il fallait que vous connaissez. Voilà. Et vous attaquez Keïta, là? Je vous en prie. Allez chercher l'eau, je ne suis pas votre camarade. Voilà les idiots. Il pense qu'il est tellement instruit, il pense qu'il est tellement à la hauteur, il pense qu'il connaît tellement, il peut induire Abdul Niang en erreur. Abdul Niang souvent m'appelle et dit, ah Koro, toi tu es grave, on ne peut pas t'arriver à la cheville. Il dit, ah, Abdul Tiris a dit, ah, grand frère, toi tu es grave. Et c'est le Namrodé, si vous êtes incapable
de Maître Abdoulia, c'est moi, vous pouvez. C'est pas vrai. Ok, on va laisser Abdoulia parler. D'accord? On va laisser Abdoulia parler. Ok, on y va. Vidéo de ces interventions en direct. On va reformuler. Vous avez vu combien de terroristes ils ont abattu et comment les véhicules ils ont détruit, dont des véhicules blindés. Bon, Abdoulia, on va reformuler. On va reformuler. Permettez qu'on reformule. C'est important de ne pas passer sur le sujet. Est-ce que Africa Corps aujourd'hui est vraiment parti du Mali? Est-ce qu'ils ont quitté Kidal? Il faut demander la preuve à ceux qui tiennent ce discours. Nous, on sait ce qu'on est en train de faire et sur le terrain, ok. la réalité est tout autre. Je vous ai dit Très bien. que la guerre. Les Ivoiriens disent que Africa Corp est parti. C'est le petit bâtard de journaliste là qui dit ça. Permettez-moi une minute. Permettez-moi. On dit qu'ils sont partis là. Permettez-moi s'il vous plaît. On dit Africa Corp est parti. Ok. Permettez-moi. Ok. Maintenant, je vous ramène ici. Et Allah. À cette situation de crise, la Russie réaffirme son engagement aux côtés du Mali. Son ambassadeur au Mali l'a dit ce matin au président de la transition au cours de l'audience que le président de la transition lui a accordée. Igor Gromyko a souligné une relation de partenariat appelée à se renforcer. Écoutons plutôt l'ambassadeur de la Fédération de Russie au micro de Garibou Pérou et de Tchédjo Moussa Kamara. Écoutez. Votre classe de la Russie et le Mali sont liés par de bonnes relations de partenariat. Nous avons entretenu de bonnes discussions avec son Excellence Monsieur le Président de la Transition et nous avons entretenu avec lui sur la situation actuelle. Et on a discuté bien ici les attaques du terrorisme mali. En ma qualité comme je suis l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de la Fédération de Russie en République du Mali, j'y suis participé avec les représentants des forces armées de la Fédération de Russie. Alors, c'est de cela que le soi-disant journaliste discutait avec Abdul Niang. Ça, c'est un. Moi, je pense même que la réponse d'Abdul Niang aurait été pas nécessairement, permettez-moi une minute, pas nécessairement que la fédération de Russie, moi, ce qui me concerne, hein, permettez-moi une minute, s'il vous plaît, je vais revenir sur ça. C'est-à-dire que si c'était moi à qui on posait cette question, la question ne serait pas de chercher à savoir si il y a eu oui ou non un départ négocié des Russes. La question, moi j'allais dire tout simplement, depuis quand nous on vous a dit que notre sécurité, c'est la Russie qui gère la sécurité pour nous. Le Mali, c'est 1 200 000 et quelques mille kilomètres carrés. Et les Russes, je crois, ils sont à Ménéka. Ménéka ne vaut même pas 100 000 kilomètres carrés ou 30 000 kilomètres carrés. Sur une superficie de plus d'1 million. C'est-à-dire que Ménéka n'est même pas 1/10 du territoire malien. Alors, pourquoi vous voulez lier la sécurité du Mali à Ménéka? Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le Mali, les soldats maliens qui tombent tous les jours au front ou qui se battent, qui sont blessés dans les hôpitaux, ce n'est pas des Russes. On veut amener les gens à croire que le Mali n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité, à tel point que le Mali doit négocier sa sécurité avec un tiers État. Et c'est ça, moi, ce qui me concerne, pardon, c'est ce qui me gêne beaucoup. Alors, il y a un élément que j'aurais souhaité peut-être... il y a un petit Ivoirien qui a tellement parlé, qui a dit tellement de bêtises. Alors, permettez-moi, je vais rapidement revenir ici. Je pense que je pourrais retrouver. Voilà. Donne-moi une seconde sur Facebook et puis YouTube. Là, je vais faire tout pour amener l'image du petit.
Parce que je l'ai écouté quelques instants avant que je ne fasse mon direct. Je l'ai bien écouté. Permettez-moi, hein, je vais remonter rapidement pour qu'on puisse écouter ce petit-là. Ok, voilà, je crois qu'on est presque arrivé. Dans une seconde, hein, je ne suis pas trop loin, on est presque arrivé. Dans une seconde, s'il vous plaît, on n'est pas loin. Je crois que ça doit être là. Oh là là, j'ai dû perdre ça. Dans une seconde. Il y a deux petits. Il y avait le petit Al-Husseini, je crois. Le petit là, avec. Il y a un petit Ivoirien là qui porte les lunettes, qui est sur NCI. L'idiot a posé. Il m'a tellement énervé. Je crois que je n'ai plus son truc là. Là, j'ai dû perdre ça. Je pensais pouvoir retrouver ça dans les archives. Mais je n'arrive pas à retrouver dans les archives. Bon, Bidefait a raconté des conneries là, mais c'est pas de lui qu'il s'agit, il s'agit du petit là, NCI, les enfants. Si vous avez le truc, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Le petit là, il porte des lunettes là, il y a lui et puis Al-Husseini, ils étaient deux. J'ai regardé, j'ai cru pouvoir sauvegarder pour vous présenter l'idiotie du petit, mais malheureusement, je n'arrive pas à retrouver ce qu'il a dit. Bon, si je ne retrouve pas, c'est pas grave. Je crois que ça doit être ici. Ce n'était pas un événement auquel on aurait pu s'attendre, surtout dans le contexte actuel. Nous avons plus ou moins constaté avec joie, avec contentement, la reprise de la ville de Kidal, qui était un symbole qui avait été perdu pendant un moment, et avec la conquête du pouvoir d'État, la conquête de la ville de Kidal par les autorités étatiques de Bamako, les autorités de transition, on était contents, on a tous salué cela. Mais aujourd'hui, avec la perte de cette ville stratégique-là, on se demande aujourd'hui, est-ce que la junte n'est pas aujourd'hui n'est plus en mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité des Maliens? Mais ça, c'est inscrit dans... Ça, c'est les Ivoiriens qui parlent, hein. Ivoiriens, vous parlez, hein. Vous parlez de... C'est pas vrai, vous parlez. La junte. D'accord. Alors, pour nous, c'est écoutez, au niveau de Facebook, si vous avez des problèmes si vous avez un problème avec Facebook, je vous en prie, vous pouvez aller sur YouTube. Là, vous avez la qualité de l'image et du son. Donc, vous voyez comment les Ivoiriens parlent. Ils parlent, ils parlent, ils parlent et ils parlent. Pour eux, on n'est pas en mesure d'assurer notre sécurité. Pour eux, on n'est pas en mesure de garantir et on a perdu Kidal. Alors, je n'arrive pas à retrouver le petit là de NCI. Ça me fait mal parce que j'aurais bien voulu voir et puis partager ça avec vous. En toute honnêteté, j'aurais souhaité vraiment partager ça avec vous. Dans 20 secondes, je vais essayer de vérifier une dernière fois. Bon. Alors, si vous avez l'image, si vous pouvez m'envoyer, ça me fait plaisir. D'accord? Si vous pouvez m'envoyer l'image, ça me fait énormément plaisir. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, 1. Le Mali n'a jamais perdu Kidal. 2. Le Mali ne perdra pas Kidal. 3. Les informations, les manipulations, ce qui est dit qui ne repose sur rien. Permettez-moi une minute, s'il vous plaît. On va essayer de gérer rapidement. Oh là là, permettez-moi une seconde. Permettez-moi, je suis en train de vérifier quelque chose avec Facebook. On va continuer rapidement.
Alors, donc, comme je disais, il y a donc il y a un autre déserteur. Donc, il y a des déserteurs. Regarde, moi je ne sais pas, hein. Alors, je veux ça, c'est ma petite soeur Leila Toukalabi qui dit un autre déserteur vient de prendre la fuite à bord d'un pick-up mini d'une arme de 12 mm. Abdullah Ag Haïdara, numéro matricule 17296, compagnie de renfort de Rarous, a quitté son poste en désertant le 29/04/2026. Si vous le repérez, merci d'en informer immédiatement les forces de l'ordre. Bon, les gens doivent comprendre une chose, je ne sais pas, ces gens de personnes-là, c'est rouge. Bon, voilà la photo du déserteur qui est là. Voilà. C'est sa photo qui est là. Celui qui vient de déserter, il a fui avec... voilà, c'est sa photo qui est là. On dit c'est un déserteur. Mais c'est simple. Tous ces visages rouges là, c'est vrai, on nous dira que c'est la discrimination, on dira beaucoup de choses, mais c'est des gens qu'il faut carrément... Il faut les mettre à des postes et ne jamais leur donner des postes de responsabilité assez élevés, c'est tout. Ils veulent déserter, ils n'ont qu'à déserter avec leur propre poche. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont au sein de l'armée. Vous savez, c'est compliqué avec l'armée malienne. Ce n'est pas l'État qui est en faute. Mais souvent, dans l'intention d'avoir une armée qui est véritablement nationale, tout le monde peut faire partie de cette armée-là. Et ceux-là, c'est des gens, et puis quand vous regardez bien, c'est des gens qui ont toujours trahi. C'est les gens qui ont toujours trahi. À un moment donné, il faut faire comme Oufou il a fait. C'est-à-dire que créer une armée d'élite avec les baoulés, il a fait ça. Il y avait beaucoup de BT qui étaient dans l'armée, mais les BT n'avaient pas, seuls les BT qui étaient vraiment pour Oufou avaient des postes, avaient des grades d'officiers beaucoup élevés, des généraux, ceux-là. Quand vous savez, les abeilles, les atiers, là, ils savent de quoi je parle. Quand vous faites au pouvoir, les abeilles, les atiers savent de quoi je parle. Au Mali aussi, juste, on peut faire... Aux États-Unis, ça se fait. Hein. Avec Trump, tout récemment, ils l'ont fait. Tous les Noirs qui devaient monter à des grades, là, on les a tous recalés. Donc, le Mali ne sera pas le seul pays. Moi, je pense qu'il est important pour l'État du Mali, toutes les têtes rouges comme ça, là, il ne faut pas permettre à ces gens-là d'avoir des grades ou des avancements au niveau des choses, quoi. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais il a fui. Bon, s'il a fui, un individu qui fuit, il peut faire quoi? Tu fuis avec une voiture, tu vas faire quoi? Toi, tu ne peux rien faire, ça ne peut rien changer. Maintenant, il faut éviter que ces gens-là, ces rebelles-là, ces anciens rebelles que vous avez permis d'être au sein de l'armée, il faut éviter de les mettre à des postes stratégiques, c'est-à-dire au niveau du renseignement, ces gens-là ne doivent jamais faire partie du renseignement. En tout cas, pas moins de 20 ou 30 années à venir. Peut-être à 20 ou 30 ans, ils pourront intégrer le renseignement, mais pas maintenant. Quand je dis le renseignement, je parle du renseignement militaire. Et les plans pour les stratégies d'intervention, tout ce que vous voulez, que ces gens-là n'intègrent jamais ce cercle restreint-là. Ceux-là. Je ne suis pas contre eux. J'ai beaucoup de petits frères qui ont marié des femmes qui viennent de Tombouctou, de Gao, tout ça, là, plein, que je connais. Mais je ne peux pas accepter que le Mali soit à une situation à cause de 2 ou 3 individus. Donc, s'il y en a à des postes stratégiques de décision, à l'exception de Gabou et de Souni, il faut les retirer, c'est tout. Ils n'ont plus droit à ça. Il faut retirer les privilèges, c'est tout. Ça s'arrête là. Je reviens encore pour dire ceci. Alors, les journalistes ivoiriens de NCI, ils se livrent à un petit jeu. Ils appellent un de nos frères, Abdul Niang, et lui posent des questions. L'intention et l'objectif, c'est d'humilier le Mali. Dieu merci, Abdul Niang n'est pas né de la dernière pluie, il a pu se défendre. J'aurais bien voulu partager ces vidéos-là avec vous, de ces jeunes Ivoiriens qui se sont
eux-mêmes, il y a un petit avec ses dents superposées, là, il porte des verres de lunettes, qui a dit que le régime militaire au Mali a échoué. Je ne sais pas si quel est son niveau d'études et quelle est sa compréhension des phrases qu'il formule. Quand vous dites que quelqu'un a échoué sur le plan militaire, les implications sont énormes. Et souvent, à la télévision ivoirienne, ils font exprès. Ils invitent des jeunes gens sans aucune forme d'expérience, des petits-enfants, parce qu'ils ont 2 ou 3, peut-être ils ont 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Donc, automatiquement, c'est des gens, on les appelle sur le plateau pour attaquer. Et ça se fait à dessein. Donc, croire que la Côte d'Ivoire a changé vis-à-vis du Mali, du Burkina Faso, c'est faux. La Côte d'Ivoire n'a pas changé, mais elle réadapte sa stratégie de communication dans l'intention de nuire sans que ce soit directement le gouvernement lui-même qui vienne parler. Ça, c'est la stratégie qu'ils ont mis en place. Le gouvernement lui-même ne vient plus attaquer. Donc, on prend des jeunes gens sans aucune forme d'expérience parce c'est des jeunes gens, selon eux, qui ont un parcours scolaire, universitaire, un cursus scolaire qui est impressionnant. On les prend, on les met à la télé et puis ils attaquent les pays de l'AES. Le petit idiot avec ses dents superposées, il porte des lunettes, là, je ne connais pas son nom, cette petite cannelle, enfant de pute, là, ce bâtard-là. Je n'ai pas pu retrouver sa vidéo, c'est sa chance. J'allais vous montrer son visage et puis parler de lui. C'est très facile d'attaquer les pays de l'AES. On dit c'est auprès du mur qu'on voit le vrai maçon. Vous n'avez aucune idée de ce que nous traversons. Vous n'avez aucune idée de ce que la France a causé comme dégâts avant de partir. Quand Blaise Compaoré était à la tête du Burkina Faso, Blaise Compaoré était le président du Burkina. Blaise Compaoré était le complice des terroristes. Le Burkina n'a jamais été inquiété. Le Burkina n'a jamais connu quoi que ce soit. Mais il a fallu le changement du pouvoir, avec l'arrivée particulièrement d'Ibrahim, que les choses ont changé. Parce que même avec Paul Henry, les choses étaient relativement bonnes pour le Burkina. Mais c'est quand le capitaine a pris le contrôle du bateau que les choses se sont empirées pour le Burkina. Est-ce que cela veut dire que le capitaine était un mauvais président? Faux. Parce qu'il y a une situation pourrie qui était là, il y a une situation dangereuse qui était là, qui n'a jamais été gérée. Il y a eu la complaisance, il y a eu la manipulation, il y a eu la collaboration entre l'État du Burkina et les terroristes. Jusqu'à ce que le capitaine arrive au pouvoir pour mettre un terme à cela. Dès l'instant où il a mis terme, on a entendu les déclarations. Ces petits bâtards qui vont sur les télévisions, sur LCI, malhonnêtes qu'ils sont, maudits qu'ils sont, Daniel, vous tous, votre papa et votre maman, vous tous Daniel. Vous connaissez la vérité, mais vous mentez, vous refusez. Le capitaine a dit, on nous a approchés quand on a pris le pouvoir. Assimi Goïta a dit, on nous a approchés quand on a pris le pouvoir. Le général a dit, on nous a approchés parce qu'on a refusé. Ils nous ont dit, vous allez voir, et on a commencé à voir dans le pays. Si on était d'accord avec la France, si on faisait ce que la France nous demandait, voler et piller nos ressources naturelles pour leurs intérêts et mettre nos peuples dans les difficultés, alors aujourd'hui, on n'allait même pas connaître le terrorisme ni dans le Mali, ni au Burkina, ni au Niger. C'est parce que nos chefs d'État ont refusé. Mais Ivoiriens, préparez-vous parce que l'hiver noir a commencé chez nous, c'est vrai. Mais où ça va finir? Ce n'est pas chez nous, c'est chez vous. Les bâtards que vous avez, les derniers qui se disent journalistes, qui nous attaquent, qu'ils se préparent, parce que ce jour-là, vous allez leur poser les questions. Où êtes-vous? Ils vont aller se cacher sous les pailles de leur maman, les bâtards qu'ils sont. Parce que les traites, les lâches, quand vous voyez le visage des lâches, vous connaissez. Quand ça va chauffer, ils vont aller se cacher sous les pailles de leur maman. Quand les terroristes vont commencer à frapper les Ivoiriens, les mêmes bâtards qui disent que nous avons échoué là, vous allez voir, ils vont se cacher sous les pailles de leur mère. Il y a beaucoup d'idées que vous êtes. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans le Sahel? Le Mali ne se bat pas contre un ou deux terroristes. Le Mali se bat contre une organisation étatique qui est le sponsor des terroristes. Le Mali se bat contre une puissance, des puissances nucléaires qui finance le terrorisme. Pourquoi jusqu'à la date d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas à mesure de sortir de la liste noire, ni de l'Union européenne, ni des Américains? Parce que la Côte d'Ivoire continue de faire transiter l'argent noir du terrorisme
à travers le gouvernement d'Alassane Ouattara dans le Sahel. Parce que la France continue de financer le terrorisme à travers le régime d'Abidjan. Au lieu de dire que le Mali aurait échoué, bâtard que vous êtes, pourquoi vous ne posez pas la question à vos gouvernements? Pourquoi jusqu'à présent la Côte d'Ivoire est sur la liste noire des pays qui financent le terrorisme et qui font le blanchiment d'argent? L'argent des terroristes, ça vient de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de que vous êtes, bâtard que vous êtes, et vous le savez. Tous sur NCA. NCI, vous savez tout ça. Dagadé que vous êtes, Daniel, vous tous, papa, maman, Bélez, vous tous, Daniel, vous connaissez d'où vient l'argent. Vous savez, mais vous n'êtes pas garçon avec ta gueule et tes dents superposées là. Il y a beaucoup de tu vas t'asseoir pour dire que nous on a échoué. Il bâtard, on n'a pas échoué. C'est ton pays qui finance le terrorisme dans le Sahel. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous êtes incapable, je le répète, de sortir de la liste noire et des Américains et de l'Union européenne? Pourquoi la Côte d'Ivoire est toujours sur la liste noire? Parce que vous financez le terrorisme à partir de la Côte d'Ivoire. Au lieu de dire qu'il y a le terrorisme dans le Sahel, pourquoi tu ne parles pas du financement du terrorisme à partir de la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous n'en parlez pas? Il y a beaucoup de que vous êtes, Daniel que vous êtes. Pourquoi vous ne dites pas ça? Mais nous allons combattre le terrorisme, ne vous en faites pas. Nous allons nous en sortir, ne vous en faites pas. Comment on dit ça? La montre tourne, le retour du karma, ça va revenir. Peut-être que ça n'arrivera pas à Abidjan. Mais Ferkessé Dogo va connaître. Bouna va connaître. Bondoukou va connaître. Peut-être Abangoro va connaître un peu. Korogo va connaître. Tous ceux qui sont aujourd'hui des nids de terrorisme dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, vous allez connaître. Parce que quand nous allons finir avec eux, et qu'ils savent qu'il n'y a plus d'endroit où il faut aller, ils vont se retourner contre vous. De la même manière, ils se retournent contre le Burkina aujourd'hui. Ibrahim vous a prévenu, mais vous n'écoutez pas Ibrahim. On y a beaucoup de vous tous. Au lieu de réfléchir sur ce que le président Ibrahim a dit, vous voulez nous indexer. Parce que vous pensez que vous êtes en sécurité en Côte d'Ivoire. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Est-ce que c'est mon souhait? Pas du tout. Est-ce que c'est ce que je veux? Pas du tout. Pourquoi? J'ai des enfants en Côte d'Ivoire. J'ai des amis en Côte d'Ivoire. J'ai un business en Côte d'Ivoire. Mais c'est une réalité que je dis. Et cette réalité, elle va arriver. Ce que tu as semé là, tu as récolté. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas l'hiver noir, alors, je prie que vous ayez raison. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas cette violence, je prie que vous ayez raison. Si vous pensez que rien n'arrivera, je prie Allah que vous ayez raison. Parce que si vous avez tort, alors là, ce ne sera pas joli. Vous nous attaquez, vous ne cherchez même pas à savoir. Vous avez vos sales costumes là, remplis de cafards, bâtards, vous allez vous asseoir derrière et puis vous commencez à attaquer l'AES. Ça, ce n'est pas l'échec de la sécurité, ce n'est pas l'échec de la politique, ce n'est pas un échec. C'est une planification qui a été faite et cette planification implique et l'Ukraine, et la France, et l'Algérie, et la Mauritanie. Dites-moi quel pays au monde qui a tant de services de renseignement au service des terroristes peut ne pas connaître des difficultés. Ça n'existe pas. Même l'Iran aujourd'hui qui humilie les États-Unis a payé le prix. Donc nous sommes conscients, nous allons payer le prix. Mais nous voudrons que chacun comprenne ce qui est en jeu. Ce ne sont pas des petits terroristes égarés qui se lèvent pour non, non, non. Ils sont financés par la DGSE, la France, par le S, formés. Parce que l'Ukraine a reconnu que ceux qui ont utilisé les drones dans l'attaque du 25 avril 2026 ont été formés en Ukraine. Ils sont passés par l'Algérie.
L'Algérie, sa frustration est liée à beaucoup de facteurs que je n'ai pas développés aujourd'hui. La Mauritanie, ça se comprend parce qu'on a récupéré une partie de notre frontière, une partie de notre territoire, que la Mauritanie croyait que c'était pour elle. On a sorti les cartes, on dit que ça n'a jamais été pour toi. Parce qu'on avait des pouvoirs civils faibles au motif d'appliquer la démocratie. Ils ont vendu le Mali, ils ont détruit le Mali, ils ont dépecé le Mali. Et voilà aujourd'hui des vrais Maliens qui réclament l'intégrité de notre territoire, la souveraineté véritable, et vous trouvez que nous avons échoué. Si réellement le Mali a échoué la sécurité, ce qui avait été planifié, l'État du Mali serait tombé. Le gouvernement serait décapité. Assimi aujourd'hui ne serait pas en vie. Vous n'avez même pas une idée de ce que vous dites, bâtard dernière que vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous n'avez même pas une idée de ce qui était dedans. Ce qui s'est passé le 25, il y a eu des mois et des mois de préparation. Je l'ai dit, avec la crise des hydrocarbures, ils ont commencé. Mais bien avant ça, il y avait un narratif sur Sadio et Borbokone pour créer la division, pour créer la confusion. Donc, en créant la crise des hydrocarbures, ils en ont profité pour faire infiltrer le pays avec des gens. Puisqu'on avait tous l'idée sur le carburant. Ils ont planifié de façon maléfique. Ils ont infiltré le Mali avec des terroristes pendant la crise du carburant. Je le dis, je n'ai pas de source. Personne au monde ne m'a donné ça comme information. Mais aucun service de renseignement ne peut remettre en cause ce que j'ai dit. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu merci, c'est parce que la chaîne de commandement, il y a un travail qui a été fait. On avait le pressentiment, mais on ne savait pas. Personne au monde ne peut prédire ça. Personne au monde, même pas les Américains. On a vu Donald Trump en plein dîner. Il était en dîner avec la presse. Et quelqu'un est entré là, commencé à tirer. Oh, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Bâtard que vous êtes, dernière que vous êtes, enfant de capote percée que vous êtes, bâtard vous tous. Quand ils sont entrés et puis ils ont tiré sur, ils ont failli tuer Donald Trump. Vous avez dit quoi? Le week-end dernier, Donald Trump avait un dîner avec la presse. Quelqu'un est rentré, il a commencé à tirer. Ça, ce sont les États-Unis. Mais si c'était ici à Assimi Goïta, avec vos dents sales pourries en Côte d'Ivoire, vous allez raconter vos vies de merde dernière que vous êtes. Vous connaissez ce que c'est qu'on appelle la sécurité? Quel pays au monde peut dire qui contrôle la sécurité à 100%? Si ce qui est arrivé à Donald Trump là, si c'était arrivé avec Ibrahim, ou le général Tchadi, ou Assimi Goïta, on allait attendre un autre son de cloche. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est les États-Unis, on a fait ça comme ça et puis on a fait passer. On a beaucoup dit, ça s'est passé aux États-Unis. Vous n'avez rien dit. Mais c'est nous là, vous avez la grande gueule, la gueule pourrie pour parler. Tous les bâtards qui ont pris les armes contre le Mali iront en enfer. Personne ne sera épargné. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de négociation. Diko, j'avais prévu t'attaquer, mais j'ai atteint les 2 heures que j'avais. Imam Diko, je te reviens. Quand je vais finir avec toi, Imam Diko, je répète, Diko, quand je vais finir avec toi là, tu vas maudire l'islam que tu prétends servir. Quand je vais finir avec toi, Diko, hein, quand je vais finir avec toi là, tu vas renoncer à Dieu. Je parle de votre choix disant Imam Diko. Je ne t'ai pas oublié. Si tu penses que je t'ai oublié, tu t'es trompé. Ce que j'avais à faire aujourd'hui, j'ai fait. Mais je ne vais pas finir. Diko, Wallah, Billah, quand je vais finir avec toi, tu vas te poser la question, tu vas faire quoi? Parce que quand je vais finir avec toi, là, tu ne trouveras même pas un endroit où tu vas aller te plaindre. Parce que je vais te prendre avec tes propres mots. Je vais te prendre avec tes propres actions. Et puis je vais t'allumer. Tu te regardes, je finis avec toi. Toi, tu te regardes dans une glace là. Et puis tu as dit, c'est pas moi, Diko. Je n'ai pas fini. Marigot, bâtard, mal élevé, corrompu, vendu, traite. Je n'ai pas fini avec toi, Marigot. Je finis avec toi, là, prie Dieu que ta famille soit épargnée. Parce que j'ai fini avec toi, là. Jusqu'à ta mort, tu ne rentreras plus au Mali.
Mariko, toi avec Diko, je finis avec vous deux là. Vous là, vous allez mourir à l'extérieur et pas chouber de quoi faire la tête de Mariko là. Diko et avec ton truc là. Diko, toi avec ton Mariko là. Je finis avec vous là. Vous mourrez là où vous êtes. Mariko, ils vont l'enterrer en Côte d'Ivoire à Williamsville. Diko, toi, ils vont t'enterrer en Algérie. Tu ne rentres plus au Mali. Je ne suis pas pressé. J'ai vous deux là. Déclarons leur nom. Maintenant, tous les terrestres qui sont en Côte d'Ivoire là. Moi, je demande au président Boïta, Imam Diko, le train de Mariko, avec tous les autres trains en Côte d'Ivoire. Président Simi Boïta, prend un décret et puis tout cela. Il veut une nationalité Bénin. Diko n'est plus malien. Il va la nationalité Bénin à la paix. Président Simi Boïta, Diko doit plus être malien. Il va la nationalité Bénin. Mariko, il va la nationalité Bénin. Tous les idiots qui sont en Côte d'Ivoire, et tous ils perdent leur nationalité. Alors, je termine rapidement en disant ceci. Ceux qui ont acheté les produits, ceux qui ont fait les paiements, je répète encore une dernière fois, ceux qui ont fait les paiements, je vous en prie, envoyez-moi rapidement la copie de vos paiements. J'ai reçu des paiements, mais je n'ai pas encore ce que j'ai pu confirmer, j'ai envoyé leurs produits. Ce que je n'ai pas confirmé, les produits ne peuvent partir que si vous me montrez que vous avez fait le paiement. Donc je vous en prie, envoyez-moi les captures d'écran des factures que vous avez déjà payées pour que je puisse rapidement vous servir et vous envoyer vos produits. Aujourd'hui encore, je ne vais pas faire la promo parce qu'il y a trop de commandes à gérer. Excusez-moi, c'est comme ça. Mais à partir de demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va reprendre en temps normal. Merci infiniment à tous et à tous. On garde le contact et à très bientôt, Inch'Allah.